Oula, on voit, vous avez fait un écran qui fait qu'on vous voit presque pas. Bon, bref. Alors, vous m'entendez, c'est bon? Voilà. Je sais pas. Oui, mais vous avez un fond d'écran ou quelque chose, non? Ou c'est du coup ça bug? Mais je vous vois pas en tout cas. D'accord, mais là je vous vois pas. Ok, d'accord. Du coup, c'est normal que je vous vois pas. Donc les personnes qui nous regardent verront que ça, en fait, que elles verront quoi? Elles me verront moi alors. D'accord, ça marche. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas qui parle, mais bon. Ah, c'est parfait. Bonsoir. Oui. Bon, tant mieux. Ah non, pas du tout, non, non, au contraire. Au contraire, parce que du coup, est-ce que je pourrais même le partager je sais pas si c'est possible de le partager sur ma page Facebook, c'est un thème qui est important, quoi. Sur ça, le couple et l'argent, on est bien d'accord, c'est ce thème-là. Voilà, exactement. Je vais commencer par ça. Vaste sujet. Eh oui. Alors, vous êtes là. Ok. Chers amis, bonsoir. Alors, il est 20h30, donc on va pouvoir commencer. Alors, l'équipe des AFC du Saumurois vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle soirée. Merci d'avoir répondu de nouveau présent. Merci aux AFC d'Angers et Touraine
de partager ce moment de formation avec nous. Et merci à François Gilly qui s'occupe de la technique. Et nous remercions chaleureusement notre conférencier, le père Pierre-Marie Castaignos, qui va nous parler de la question de l'argent dans les relations conjugales et familiales. Avant de donner la parole au père, nous voudrions vous rappeler rapidement le rôle des AFC, qui est d'aider les familles, notamment par des mises en relation et l'accueil de nouveaux arrivants, de nouvelles familles à Saumur, accompagner les familles par les chantiers éducation pour les parents et par des ateliers cyclo-chauds et missions XY pour aider les parents à parler à leurs jeunes enfants de la puberté. Le rôle des AFC, c'est également de servir les familles, donc par des bourses aux vêtements. La prochaine aura lieu les 13 et 14 mars, par des formations à la doctrine sociale de l'Église, qui s'étalent sur des cycles de 10 séances, donc qui s'étalent sur une durée de 2 ans, gratuit pour les adhérents, donc n'hésitez pas à adhérer, par des conférences comme celle de ce soir. J'en profite pour vous présenter notre prochaine conférence qui aura lieu le 13 avril avec le père Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, qui nous donnera une conférence sur Don Bosco comme modèle d'éducateur. Enfin, le rôle des AFC est de promouvoir et de représenter les familles pour défendre et agir pour les familles dans toutes les sphères de la société. Alors pour cela, nous avons besoin de vos adhésions. Je précise que votre adhésion ne nécessite aucun engagement, mais les adhésions nous permettent de financer les conférences, notamment, et de peser auprès des pouvoirs publics pour faire entendre notre voix et défendre la famille au niveau national. Nous allons maintenant pouvoir commencer à parler de la conférence de ce soir. Alors les AFC ont à cœur de faire réfléchir et de proposer des thématiques sur des sujets différents, quel que soit notre état de vie. L'enjeu de cette conférence est de traiter d'un sujet ô combien actuel, l'argent. Nous allons tenter de répondre à la problématique suivante, peut-on aimer sans compter ? Alors derrière la question de l'argent se cachent beaucoup de réalités, parfois douloureuses, particulièrement en ce moment. Ces réalités touchent chacune et chacun d'entre nous. Nous allons parler de cette problématique centrale de notre vie avec le père Pierre-Marie Castaignos, prêtre et membre de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Bonsoir mon père. Vous nous entendez ? Mon père, vous nous entendez ? Oui, mais c'est bien. Ok, nous sommes très heureux de vous entendre. Alors enfin, pour cette conférence qui a été repoussée à cause, on va dire, des années Covid. Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce parisienne et vous avez commencé votre carrière dans un cabinet de conseil avant que Jésus ne vous appelle. Aujourd'hui, vous êtes prêtre à la communauté d'Ourscan que vous pourrez nous présenter. Vous accompagnez beaucoup de couples au mariage. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Vous proposez de nombreuses retraites de discernement pour des fiancés, pour les jeunes mariés. Alors juste pour repréciser, donc nous allons garder un petit temps de questions-réponses à la fin de la conférence. Vous pourrez nous poser toutes vos questions via le chat et nous reprendrons les questions pour les dire à haute voix au père. Bonne soirée à tous, mon père, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre accueil et bonsoir à tous ceux qui sont connectés ou qui nous réécouteront dans le replay plus tard. Donc je suis le père Pierre-Marie Castaignos, j'ai 63 ans, je fais partie de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie, une communauté assez récente, fondée en 1930. Et puis le fondateur, c'est le père Lamy, un prêtre qui a eu des grâces mystiques, des grâces de rencontre avec la Vierge Marie, avec ses anges gardiens, qui sont encore des révélations privées, mais en tout cas, voilà, dans une de ces rencontres, la Vierge lui a demandé de créer la congrégation. Et notre communauté a ceci de particulier, avec d'autres aussi, c'est qu'on associe une dimension de vie fraternelle, conventuelle, comme on appelle, alors c'est un peu technique, c'est-à-dire qu'on a les offices au cœur, on a les repas ensemble, un certain nombre d'exercices communautaires ensemble, etc., vie de prière.
avec une dimension mariale et eucharistique particulièrement, et puis d'apostolat auprès des jeunes et des familles. Voilà, c'est comme ça que nous avons été fondés. Et selon, nous sommes une trentaine de frères, moitié prêtres, moitié frères non prêtres. Et grosso modo, voilà, les uns et les autres, selon leur charisme, selon les âges aussi, eh bien, se donnent à ce ministère auprès des jeunes ou auprès des familles, selon sa grâce particulière. De mon côté, moi, je suis... bon, j'ai commencé à travailler dans tout ce qui est des cabinets d'audit, etc. Et donc, du coup, la question du monde du travail m'intéresse beaucoup. Je vois que vous parliez de la doctrine sociale de l'Église, la pensée sociale de l'Église. Elle est importante, elle a un regard particulier sur le monde du travail, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, progressivement, dans ma vie religieuse, je me suis destiné au couple. J'ai commencé à prêcher des retraites de préparation mariage, et puis à accompagner de plus en plus de couples, etc. Et en 2014, j'ai eu l'intuition de créer des retraites mariage et discernement, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de manquant dans ce parcours vers le mariage, qui était un regard sur le discernement du futur conjoint. Est-ce lui, est-ce elle, est-ce la bonne personne? Et je me suis formé, donc je suis aussi thérapeute de couple, donc je suis formé pendant 4 ans, donc thérapeute de couple certifié, donc j'ai le tampon qui va bien. Et ensuite, j'ai écrit un premier livre sur la préparation au mariage et se marier duré. Ensuite, SLUSL, justement sur le discernement. Un livre aussi sur la colère, ça m'avait été demandé. Là, je travaille à un autre livre sur vie pro, vie de couple. Donc, voilà, c'est les implications de la vie professionnelle dans les relations conjugales. Donc, du coup, et dans le lien entre les époux, voilà, et puis la famille, etc. Donc ce soir, on va aborder plus cette question de voilà, peut-on aimer sans compter? C'est à la fois un jeu de mots et à la fois c'est une réalité. Parce que la question, n'oublions pas que se marier, fonder une famille, c'est transmettre les gènes avec les enfants, c'est transmettre le patrimoine, c'est transmettre la foi. Hein, pour nous qui sommes attachés à l'évangile, ces 3 aspects-là aussi sont importants, transmettre les gènes, transmettre le patrimoine, transmettre la foi. C'est ça aussi une vie de couple. Et donc vous ne pouvez pas dire que d'une manière ou d'une autre, la place de l'argent n'existe pas dans votre vie de couple, ne serait-ce que parce que j'imagine que vous réglez vos factures, que vous avez voilà, une maison ou vous remboursez un emprunt, que sais-je. Voilà. Maintenant, est-ce que on peut aimer sans compter? C'est intéressant de dire ça, parce que spontanément, on serait dans une forme d'idéalisme, de dire oui, on peut aimer sans compter, sans attendre de retour, etc., etc. Mais la réalité est souvent différente, mes amis, puisque, en fait, on a tous une calculette dans la tête. On a tous une calculette dans la tête, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout couple compte, que ce soit l'argent, que ce soit la tendresse, le temps, les dons, leurs prières. Hein, voilà. Et cet argent reste une monnaie d'échange, un outil parfois d'oppression, un acteur de la vie sociale, de la vie intime. Hein, et derrière cette neutralité et cette froideur, il y a parfois de l'irrationnel et de l'affectif et beaucoup de subjectivité. Parler d'argent, c'est traverser les lignes de fracture qui opposent les individus et obligent à se frotter à l'altérité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous n'avons se marier, en tout cas dans la vie de couple, tôt ou tard, vous allez revisiter votre rapport à l'argent que vous avez reçu de par votre éducation. Et puis n'oubliez pas, ou faites mémoire pour ceux qui se sont mariés il y a déjà quelques années, que la première fois où vos familles se sont rencontrées, c'était pour parler d'argent. C'était pour parler de traiteur, de budget, de tente, de ceci, de salle de réception, de lieu de réception. Voilà, c'est toutes les questions logistiques, matérielles qui, dans la rencontre des familles, bien souvent occupent le premier plan. Et donc, les couples, dans leur étape de formation, donc bien avant le mariage, sont confrontés à cette réalité matérielle. Et ce serait, disons, une sorte d'illusion de penser que
il n'y a pas ça n'a pas d'implication, ça ne revisite pas le rapport que chaque famille a eu avec l'argent. Il y a des familles où il y a une assez grande aisance, par exemple, matérielle, et donc par rapport au mariage, bah, par exemple, ils ont 2 enfants, bah, voire un enfant unique, bon, bah, du coup, forcément, ils vont mettre tout ce qu'il faut sur la table pour avoir, à leur idée, un beau mariage. Si vous êtes parent de 6 ou 7 enfants, c'est tout à fait autre chose, hein, parce qu'il faut déjà payer les études, en tout cas aider, etc. Bon, voilà, donc il y a toute une... Donc ça requalifie. En tout cas, ça invite à revisiter votre rapport avec votre famille et comment l'argent a été traité dans votre famille. Et c'est intéressant, là, vous êtes association familiale catholique, donc vous êtes parents, ceux d'entre vous qui sont parents, ou voire grands-parents, eh bien, il y a aussi un lien qui est avec les questions matérielles. Vous ne pouvez pas être, j'allais dire, vous ne pouvez pas être dans une attitude voilà, donc de déni par rapport à ça. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que ça vient de dire, qu'est-ce que ça vient dire dans votre le couple, ce rapport à l'argent, qu'est-ce qu'il vient dire par rapport au lien? Je pensais ça, par rapport au lien et par rapport aussi aux loyautés familiales. Parce que je vous l'ai dit, là, c'est le mariage, c'est aussi la transmission du patrimoine. Alors, vous n'êtes peut-être pas à ce niveau-là, les uns et les autres, vous n'avez peut-être pas reçu de vos parents, mais c'est une question qui, d'une manière ou d'une autre, se pose. Ceux qui d'entre vous, par exemple, travaillent dans une exploitation agricole, hein, dans une entreprise familiale, ben, forcément, il y a des loyautés. Des loyautés, qu'est-ce que c'est que la loyauté? C'est correspondre aux attentes de ceux qui nous ont fait du bien. Et les parents sont les premiers invités à faire du bien à leurs enfants, évidemment. Et donc, il peut y avoir dans une dimension, par exemple, d'entreprise familiale, ou tout simplement de donation, voire d'héritage. Bon, on sait très bien, c'est surtout des aspects affectifs. Donc, c'est pas que un aspect froid, rationnel, comptable. Quel est l'affect qui se joue dans le rapport que vous avez avec, par exemple, vos familles, et en quoi ce rapport avec vos familles questionne aussi le rapport avec les questions matérielles. Voilà, et on sait très bien, entre frères et sœurs, etc., il peut y avoir une sorte de compétition. Il y en a qui réussissent très bien, il y en a qui sont vraiment tout à fait, voilà, une carrière et des revenus très corrects. D'autres, parce qu'ils ont fait aussi d'autres choix, c'est aussi des questions de choix. Certains ont fait le choix d'avoir peu d'enfants, d'autres beaucoup d'enfants. Bon voilà, forcément on n'aura pas les mêmes moyens. Comment il peut y avoir une forme de comparaison à travers ça? Qu'est-ce que ça dit peut-être d'une préférence des parents en faire un tel ou un tel? Qu'est-ce que ça dit des valeurs qui ont été transmises dans votre famille par rapport à cette réalité matérielle, et voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? Et puis, je disais, c'est quelque chose qui éduque à l'altérité, c'est-à-dire l'autre est autre que moi. Que vous le vouliez ou non, même si vous êtes né dans le même village et la même rue du même village, se marier, c'est la rencontre de deux mondes. Et donc, forcément, l'autre a une autre manière de voir les réalités matérielles, ne serait-ce que, par exemple, dans certaines familles, on dit mieux vaut acheter une très bonne paire de chaussures qui restera 3 ans, par exemple, bon, mais une très bonne paire de chaussures, on mettra l'argent, etc., que d'acheter une paire de chaussures bon marché, mais qu'on remplacera au bout d'1 an et demi. Donc, vous voyez ce rapport à qu'est-ce qui est important, et comme vous êtes de la famille dont vous venez, ça a été véhiculé de façon assez... du coup, vous êtes invité à travailler avec la manière que l'autre a de voir le rapport aux choses matérielles. D'autant plus que ce rapport aux choses matérielles est ambigu parce qu'il renvoie aussi à une forme de... On peut dire, il renvoie aussi à une forme
d'anxiété, d'angoisse, ou alors de pouvoir. C'est ambigu, les questions d'argent dans le couple, c'est quelque chose d'ambigu, parce que précisément, ce côté affectif, ce côté passionnel, cette subjectivité vient traverser en fait notre vie et vient irriguer, j'allais dire aussi, toute la vie de couple. Hein, donc, on dit, enfin, de façon générale, on dit le temps c'est de l'argent, donc du coup, réfléchir autour du temps de l'argent, c'est réfléchir aussi autour du temps. Quel est votre rapport au temps de l'un et de l'autre, hein, la question des investissements, la question de l'épargne, la question des économies. Je me rappelle avoir accompagné un couple, lui, dans sa famille, on négociait tout. C'est-à-dire que vous arriviez dans un commerce, vous demandiez systématiquement des rabais. Elle était extrêmement gênée. Extrêmement gênée. Hein, et surtout, dans la famille de lui, on ne voulait louper aucune promo, aucune promotion. Donc, tout ce qui était en promotion, on l'achetait. Ce qui fait qu'ils se retrouvaient, ils vivaient à la campagne et ils étaient, leurs voisins élevaient des moutons, c'était ça, des agneaux. Donc, il y avait une promotion pour, entre plusieurs familles, prendre un agneau. Bah, on va le prendre parce que peut-être on en aura besoin. Résultat, ils avaient 4 congélateurs pleins de viande parce que c'était une promotion. Vous voyez, donc cette peur de manquer, c'est intéressant. L'argent, c'est à voir avec le manque. Peut-être certains d'entre vous ou vos parents, que ce soit réaliste ou non, je veux dire, c'est pas ça la question, c'est qu'est-ce que dans votre rapport au manque, dans le rapport à l'anxiété, à l'angoisse, l'argent, qu'est-ce que l'argent vient trouver comme place? Parce que l'argent, qu'on le veuille ou non, c'est une sécurité. C'est une sécurité, c'est une reconnaissance, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Et donc voilà, c'est intéressant de dire, de travailler là-dessus. Et puis, dans le couple lui-même, l'argent, évidemment, vient non seulement accepter les manières de pratiquer de l'autre différentes, mais aussi vient dire aussi quelle est la reconnaissance qu'on donne, valoriser les choses. Valoriser les choses. L'argent, c'est donner de la valeur. C'est donner de la valeur. Donc, imaginons, donc ça questionne le rapport au travail de chacun. Combien de fois c'est peut-être un certain nombre de femmes qui m'écoutent sont mamans au foyer, etc., éduquent leurs enfants. Quelle valeur comment on les valorise, comment elles sont valorisées, ne serait-ce que par la société. On voit bien qu'aujourd'hui, particulièrement les jeunes femmes, être au foyer, c'est tout à fait dévalorisé. Bon, parce que on n'a pas rémunéré non plus cette activité. Peut-être qu'il y a eu des abus aussi de la part de l'homme faisant sentir c'est mon argent que tu dépenses. Vous voyez, donc l'argent, c'est savoir avec la valorisation. On valorise l'autre, et donc valoriser, c'est donner de la valeur. On reconnaît, c'est de l'ordre de la reconnaissance. Hein, et donc des manques de reconnaissance se transmettent petit à petit dans des réalités matérielles. Hein, parce que voilà, et donc on voit bien des tensions. Donc moi j'interpelle beaucoup le rapport avec le lien. Voilà, on a tous une calculette dans la tête. Et donc qu'est-ce qu'il y a comme lien qu'on fait entre les réalités matérielles et la relation matrimoniale? Il y a un lien, forcément. Hein, donc, est-ce que cette reconnaissance du travail de l'autre, à la maison, avec les enfants, par exemple, une femme beaucoup de femmes, on voit bien avec les retraites, et c'est vrai, il y a quelque chose parfois d'injuste avec les retraites, parce que des femmes vont se retrouver avec des retraites absolument ridicules, ne serait-ce que parce que, voilà, elles ont élevé leurs enfants. Donc, posez-vous la question, vous qui êtes en couple, en famille, comment je peux valoriser le fait que, bien souvent, c'est la femme qui met entre parenthèses, on voit bien, les carrières de femmes sont un peu parsemées, hein, de temps de mi-temps, de temps de congés parentaux, etc., etc. Bon, très peu rémunérés. Voilà. Comment est-ce que je peux compenser, mais comment je peux valoriser? Parce que l'argent est une manière de valoriser, mais ce n'est pas la seule manière. Mais c'est aussi une manière.
Hein, donc, et je sais que certains couples ont carrément décidé, ben voilà, moi c'est mon épouse qui est ministre des Finances, par exemple. Voilà, donc voilà, c'est elle qui tient la bourse familiale, etc. Moi, voilà, je lui fais complètement confiance. C'est aussi donner un pouvoir, une reconnaissance au travail de la femme dans le service de l'éducation. Vous voyez, donc je trouve ça intéressant de revisiter ça parce que justement, ça peut être j'allais dire, une sorte de conflit, il peut y avoir, surtout quand il manque d'argent. Bah, alors du coup, oui, ben, pourquoi tu as acheté ceci, pourquoi tu as acheté cela voilà, on me rappelle un couple qui était pour tout chrétien, etc. Mais lui a une forme je ne sais pas appeler d'addiction, mais au DVD. Il a acheté des DVD de films, de ceci, de séries, de cela. Mais simplement que ils avaient 8 enfants. Et l'argent ne rentrait pas assez pour les 8, sachant qu'on vivait sur uniquement le salaire du mari, parce que 8 enfants, vous imaginez, vous avez de quoi travailler comme maman. Et donc, lui, parfois caché. Mais il y a la question, c'est on peut dire une addiction, parce que je crois qu'il y a il y a des milliers de DVD. Il enlevait même les couvertures, etc., les jetait, les mettait dans des classeurs pour que ça occupe même moins de place, vous voyez. Donc, elle était exaspérée de ça. Je veux dire, comment tu vas acheter un DVD déjà, tu en as peut-être 500, 600, alors que nous, voilà, on est en train de mettre de côté pour que nos enfants, par exemple, aillent à une école privée, ou puissent avoir des activités extrascolaires, etc., etc., bon, qui coûtent aussi cher. Voilà, donc on voit bien que ça, le manque d'argent, ou des manières d'utiliser l'argent peuvent rentrer dans des formes de crispation par rapport au couple. J'en profite pour vous dire une chose. L'argent ne fait pas partie du jardin secret. Je crois que c'est important que chaque époux ait un jardin secret, ne serait-ce que, évidemment, dans la confession, on ne se confesse pas devant son conjoint, ni on est tenu de dire ce qu'on a dit en confession à son conjoint, ou alors il peut y avoir des intentions de prière qui nous sont confiées, ou des confidences faites par des amis qui ne regardent pas le conjoint, mais qui n'enlèvent rien par rapport à la qualité de lien matrimonial. En revanche, l'argent, lui, ne fait pas partie du jardin secret. C'est-à-dire que je dois être tout à fait transparent par rapport à ce qu'il y a sur mon compte. Alors, ça peut être intéressant. Est-ce que les deux conjoints ont accès au compte? Alors, soit c'est un compte joint, hein, voilà, ou alors, là aussi c'est intéressant, soit c'est 2 comptes séparés et un compte joint. Qu'est-ce que ça dit? Mais en tout cas, on va revenir après parce que ça dit quelque chose justement. Dire que on ne fait que bourse commune, tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, c'est souvent faux. Et donc, en tout cas, ce que vous dépensez sur votre, même si c'est votre salaire, sachez que ça ne fait pas partie du jardin secret. Je pense que ça c'est important. C'est pas quelque chose qui a à voir avec voilà, il y a une transparence à avoir, et donc je trouverais ça intéressant que chaque conjoint ait accès, alors au compte de l'autre, pourquoi pas, mais en tout cas s'il y a besoin, en tout cas que vous ayez une transparence. Alors, par rapport à ça. Alors, c'est vrai que moi, ce que je vois dans plutôt les jeunes couples, etc., les jeunes familles, bien souvent, chaque époux a son compte particulier et il y a un compte joint. Bon, ça, c'est une cause. Mais ça dit, qu'est-ce que ça dit? Justement, c'est intéressant de dire, est-ce que on va faire un seul compte où on va mettre nos 2 salaires, imaginons, ou est-ce qu'on va garder nos comptes individuels d'avant le mariage, sur lequel notre salaire est versé, et ensuite on va abonder pour de la vie quotidienne, pour le remboursement des emprunts, pour les écoles des enfants, etc. Que sais-je, bon, voilà. Quelle est votre organisation? Quelle est votre organisation? Moi, je trouve que ça. De même aussi, la question du contrat de mariage. Le contrat de mariage est très intéressant. Il y a je vois que beaucoup, en tout cas des couples que j'accompagne, mais beaucoup font un contrat donc séparation de biens. Séparation de biens. Alors parfois, il y a
des raisons qui peuvent être légitimes pour une séparation de biens. Bon, par exemple, des gens qui ont des activités libérales ou qui sont entrepreneurs, qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient mettre à l'abri leur famille en cas de faillite et donc qu'on ne poursuive pas sur les biens de l'autre. Voilà, donc, mais il y en a certains qui n'ont pas forcément de raison particulière de mettre. Mais c'est simplement pour la question des séparations, des divorces fait qu'aussi on se dit mais du coup on va taper dans mon patrimoine, donc un peu protégé, on ne veut pas tout partager, donc voilà, comment vous avez et peut-être c'est vos parents qui vous ont dit non, il faut absolument un contrat, etc. Bon, beaucoup des couples que j'accompagne font un contrat, pratiquement tous. Pratiquement tous, oui, bien 80% font un contrat de mariage. Donc, se dire, on peut pas dire ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, ça nous appartient. À un moment donné, l'avantage du contrat de mariage, bon, c'est de dire, au fond, ça permet de réfléchir déjà avec un notaire, un professionnel, quel est le patrimoine de chacun, parce que vous pouvez arriver dans la vie matrimoniale avec du patrimoine qui vous a été donné par vos parents ou avec des économies, etc. Donc, et puis aussi de questionner le rapport au patrimoine qui va vous être transmis, d'avoir déjà une réflexion par rapport au patrimoine qui vous est transmis. Donc, je trouve ça intéressant de dire, parfois, le fait d'avoir qu'un seul compte veut une forme de fusion. On voit l'amour conjugal comme de façon fusionnelle, alors qu'on peut tout à fait s'aimer profondément en ayant des comptes séparés et un compte joint pour les affaires du ménage et de la famille. Voilà, je trouve qu'est-ce que ça dit, hein, le fait d'avoir justement on voit bien qu'au tout début il y a une période fusionnelle dans l'amour, ce qui est à moi est à toi et réciproquement. C'est une forme d'indifférenciation, mais la vie de couple nous invite à l'échange. Donc, à un moment donné, vous dites, ah non, mais ça, c'est à moi. Intéressant. Ah non, mais ça, c'est... Quand est-ce que la première fois, vous vous êtes dit, tiens, c'est à moi? Dans une relation de couple où voilà, ça vous a été légué par votre famille, votre tante, ou un bibelot, ou que sais-je, bon voilà, c'est souvent des questions parfois futiles qui entraînent des querelles. Donc voilà, soyez assez affectifs. Donc il y a à la fois dans la relation affective, il y a une forme de troc implicite, on peut dire ça comme ça, on peut dire une forme de troc implicite, hein, qui fait qu'on donne ou du temps, ou de l'argent, ou des paroles valorisantes, ou des services, etc. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est important. La question ensuite dont j'aimerais vous parler, c'est l'argent qui est révélateur un peu de notre identité. Hein, notre identité. Hein, l'argent éveille des sentiments puissants et contradictoires, rejet ou fascination, angoisse ou jouissance, satisfaction et culpabilité. Alors l'argent remplit une fonction affective symbolique qui dépasse la simple satisfaction des besoins et touche aux racines de notre identité. L'amour nous révèle sans connaître les ressorts qui nous animent. Donc c'est intéressant de travailler avec ça, c'est qu'il y a quelque chose dans le rapport que nous avons à l'argent qui dit la manière dont il y a un aspect qu'on appelle symbolique. C'est-à-dire que symbolique, c'est pas simplement l'euro symbolique, c'est qu'est-ce que ça dit de ma personne? Qu'est-ce que ça dit de notre couple? Est-ce que nous avons eu une réflexion en couple, par exemple, voire en famille, sur le niveau de vie que nous voudrions avoir, ou sur une certaine sobriété? Le pape François nous invite à la sobriété, et puis parfois même les réalités actuelles, on voit bien que certaines familles ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Bon, est-ce qu'on a une réflexion, par exemple, sur la place au don, faite
au soutien. Est-ce que c'est quelque chose auquel on a réfléchi en famille, et donc de peut-être ne pas aller dans des vacances ou des voyages, etc., qui seraient un peu chers, mais en faire don à une association, à des personnes en difficulté, etc. Donc je pense que c'est intéressant de dire, ça vous questionne, et surtout, ça questionne la question de la confiance et la question de l'anxiété, qui est le revers de la médaille, c'est l'anxiété et l'angoisse. Donc confiance, anxiété, angoisse. Voilà, donc je trouve que ces questions-là sont... la réflexion sur le niveau de vie, si vous avez en tout cas le choix, parfois certains n'ont pas le choix, puis parce que bon, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de, il y a des dettes à rembourser, mais par exemple, est-ce que l'emprunt que vous avez fait, vous avez été au maximum de vos capacités d'emprunt en comptant sur 2 salaires? Du coup, grosse pression pour les remboursements, mais quid si l'un des deux veut arrêter ou se mettre à temps partiel? Du coup, ce qui fait que l'emprunt qui a été fait sur 2 salaires au niveau des remboursements, bah, ça devient, au maximum, c'est 30% des salaires, je pense, les remboursements, bah, ça devient une vraie difficulté pour le couple, parce que bah, ici, l'un ou l'autre, ou simplement la maladie, fait qu'on décide d'arrêter de travailler, ou pour l'éducation de ses enfants, etc. Donc, réfléchissez il y a des couples qui se mettent trop la pression par rapport à ça, qui se retrouvent dans des difficultés financières, mais parce qu'en amont, ils ont peut-être, en termes de niveau de vie, bah, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, quoi. Donc, je crois que c'est quelque chose qui, en tout cas, révélateur de notre identité, dans le sens où ça revisite à la fois les questions de confiance et à la fois les questions d'angoisse, hein. Donc, il y a quelque chose de personnel, de titude, d'irréductible dans notre rapport à l'argent. Tous n'ont pas des problèmes avec l'argent, mais beaucoup entretiennent ou une relation douloureuse avec lui. Parce qu'on le sait bien, l'argent fait peu de cas de l'arithmétique, hein. Objet de mesure quantifiable, en apparence neutre, l'argent est censé être une valeur reconnaissable par tous, mais cette valeur objective s'efface derrière la représentation que nous en faisons, qui s'approche de l'irrationnel. Voilà, parfois on parle on renvoie notre identité, ou certains veulent montrer une identité de couple avec des biens plus importants, des voitures un peu luxueuses, ou une maison secondaire, voilà. Et quelque part, c'est leur identité, mais ils préfèrent, par exemple, on n'a qu'un ou 2 enfants, parce que voilà, pour nous, ce qui est important, c'est d'assurer, il faut d'abord avoir la maison. On voit bien, et ça, c'est la manière de vivre l'évangile est très différente. Donc, certains veulent d'abord avoir la maison, avoir la voiture, avoir ceci, avoir cela, etc. Ensuite, ils pensent aux enfants, et c'est parfois trop tard. Où ils disent non, on va limiter un ou des enfants pour X raisons, mais parfois pour des raisons matérielles. Parce que justement, il y a une forme d'angoisse. Et c'est moi qui ai vécu dans ma vie religieuse 10 ans en Argentine, donc et en contact avec des personnes des bidonvilles, on sait très bien, dans les pays pauvres, il y a beaucoup plus d'enfants que dans les pays riches. Alors, faut me donner la réponse. Parce que ça pose une vraie question. Parce que intuitivement, on dirait l'inverse. Intuitivement, on dirait, forcément, il y a plus d'enfants dans les pays riches parce qu'ils ont plus de moyens de les élever que dans les pays pauvres où il y a des favelas, etc., etc. Je trouve soyons attentifs à ça, parce que de conditionner l'accueil de la vie à l'argent, mais parfois à un niveau trop élevé, c'est bien sûr qu'il ne s'agit pas d'être irrationnel et déraisonnable dans l'accueil de la vie, etc., mais moi je questionne les couples là-dessus. Je dis, tiens, soyez attentifs. Est-ce que ça joue un rôle dans le fait de mettre en route un nouvel enfant ou pas? Parce que vous dites, vous avez peur de manquer. Oui, vous avez peur. Peut-être vous manquerez parce que vous manquerez peut-être d'un voyage, vous manquerez peut-être de vacances au sport d'hiver, vous manquerez de j'en sais rien quoi, ou de choses qui sont. Mais vous aurez une vie de plus. Et voilà, je pense que d'éduquer à une certaine
sobriété, dans l'éducation aussi, que vous transmettez vos associations familiales. Donc, dans l'éducation, quelle est la place de l'éducation à une certaine forme de sobriété qui est tout à fait au rebours de notre société, tout à fait à l'inverse. Hein, l'inverse, on est dans le jeu, la culture, comme dit le pape François, la culture du jetable. On est dans la culture du jetable, hein, de l'immédiateté. Il faut avoir le dernier téléphone, il faut avoir le dernier ceci, le dernier cela, etc. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans votre manière de votre rapport à l'argent qui dit quelque chose de très profondément ancré de ce que vous. Quelque part, ça vient questionner votre, ce qu'on appelle votre modèle familial. Hein. Donc, votre modèle familial, ça vient questionner ce que vous voulez. Quel style de modèle, de style de famille vous voulez être. Ça se dit aussi par rapport au niveau de vie que vous voulez avoir, si tant est que vous avez la possibilité de choisir. Certains voilà, sont contraints pour X raisons. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir être attentif à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre un peu sur ces questions d'argent, ce qui est à toi, ce qui est à moi, ce qui est à nous. Oui, réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à nous, hein. Le couple doit répondre à ces 3 questions. Ce qui est à moi, ce qui est à toi, ce qui est à nous. Où commence et où s'arrête la mise en commun? L'État raisonne en ressources du ménage au plan fiscal, renforcé par le mythe de l'amour fusionnel. Tout ce qui est à moi est à toi. Il n'existe pas de modèle unique, mais une multiplicité d'arrangements pour bricoler une économie conjugale. Ben, voilà, quelle est votre économie, mes chers amis? Quelle est votre économie conjugale? Quel est votre modèle? Votre business model, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, quelle est votre manière de votre rapport en couple, hein. Voilà, c'est sachant que dans l'obligation du mariage civil, en tout cas, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, hein. Donc, voilà, c'est le mariage, encore une fois, a une implication au plan matériel. Ce que n'a pas, par exemple, le concubinage, hein, c'est pas du tout pareil. Donc, les épreuves liées, oui, on pourrait dire, on peut parler de ça, les épreuves liées au problème d'argent. L'argent a un rôle de révélateur. Payer ou faire payer appartient à une logique interne de chaque couple, hein. C'est l'économie conjugale, la manière d'organiser les flux entre les partenaires reflète les déséquilibres sur lesquels le couple construit son union, hein. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de dire, au fond, dans mon rapport à l'argent, qu'est-ce qu'il peut y avoir de conflictuel ou de non-dit. Je pense aussi au non-dit. Ça, c'est typiquement un truc des cathos. Les cathos font beaucoup de nœuds au cerveau, mais en général, les religions dévalorisent pas mal l'argent. En tout cas, les catholiques beaucoup. N'en parlent pas beaucoup, hein, ne disent rien par rapport à ça. Et genre, réfléchissez à notre rencontre de ce soir. On n'a jamais parlé argent, par exemple, avec les organisateurs. Par exemple, si je vous dis, bah, tiens, en fait, moi, mon intervention, moi, c'est 1500 € de l'heure. Ah bon, je sentirais tout de suite les organisateurs un peu anxieux. Bon, mais parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas cette simplicité. Peut-être dans le protestantisme, il y a plus de simplicité, mais dans le catholicisme, se renforcer avec certaines cultures familiales où on n'a pas du tout parlé d'argent. Moi, je questionne souvent les fiancés, mais est-ce que vous connaissez le patrimoine de vos parents, par exemple? Est-ce que vous connaissez le revenu de vos parents? Alors, parfois, ils l'ont connu parce qu'il fallait sortir la feuille d'impôt pour être garant d'une location d'un petit studio pour les étudiants, etc. Donc, à cette occasion-là, ils ont parfois découvert les revenus de leurs parents, mais souvent, certains ignorent absolument, n'ont pas été sensibilisés. Ou alors, au contraire, les familles, on parle très facilement de ça. On parle de ça, il s'est passé ça avec la banque, etc. On échange sur les dépenses, on échange. Voilà. Donc, quel est votre modèle familial et qu'est-ce que vous avez construit à deux
par rapport à ce rapport à l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que le côté tabou ou est-ce que c'est invasif et ça prend trop d'importance d'après vous? Bon, sachant que c'est un équilibre instable, hein, comme tout ce qui est humain, vous me direz, mais dans votre rapport au bien matériel et le fait d'en parler et de transmettre, parce que, encore une fois, qui dit mariage, qui dit famille, dit transmission, dans votre désir de transmettre, qu'est-ce que vous renvoyez à vos enfants de la manière dont vous gérez vos biens matériels, hein? Qu'est-ce qui est aussi de l'ordre de la gratuité, c'est-à-dire du don gratuit, du don du service, voilà, de personnes, voilà, qui peut justement être aussi un lieu de transmission dans vos propres valeurs matrimoniales et vos valeurs familiales aussi. Donc, nous, on est le couple généreux. Nous, on est le couple ouvert. Nous, on est le couple enraciné dans la foi. Nous, on est ceci, nous, on est cela, nous, on est cela, etc. Donc, il y a une sorte de mythe fondateur de vision du monde du couple. Et parfois, l'argent vient questionner cette vision du monde, voire éventuellement la secouer, la fragiliser. Hein. Mes actes contredisent le pacte de départ que je me suis fixé. Pour nous, au contraire, on était partis, on s'est connus, voilà. Pour nous, on veut vraiment vivre. On est le couple écolo. Notre vision du monde, c'est on est le couple écolo. On ferme beaucoup, on ouvre à peine le robinet, etc. On se lave aux gants, etc., etc. Bon, voilà, on est et puis à un moment donné, ce modèle-là explose. Parce que, pour X raisons, oui, mais nous, on avait dit qu'on économisait l'eau pour ensuite donner le fruit de cette économie à des personnes pauvres. Et regarde ce que tu as pris, etc. Tu es en train de nettoyer ta voiture le samedi matin, mais le dimanche, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est tout à fait contre nos valeurs. Ça. Oui, donc qu'est-ce que les valeurs, les questions matérielles viennent questionner, voire secouer votre modèle de couple, votre vision du monde, ce qu'on appelle le mythe fondateur du couple. Hein. Moi, dans ma formation de thérapeute de couple, je me suis formé en systémie. Alors, c'est un petit peu technique, mais bon, vous savez, sachez qu'il y a deux grandes formes dans la psychologie de manière de voir les choses. Bon, je suis pas un spécialiste, mais bon, certains sont des psychologues, mais il y a tout ce qui est de l'ordre de l'analyse, avec la psychanalyse, etc., et qui est plus dans aussi le transgénérationnel, mais plus personnel, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la systémique, qui revisite les relations. Du coup, on voit le couple aussi comme, il y a chaque conjoint et le couple aussi comme une entité. Et donc, je me suis formé avec ça, et je trouve ça intéressant de questionner, et à chaque fois de raisonner en relation. En quoi ça viendra questionner votre lien, hein, et en quoi vous voulez vous appliquer cette maxime, moins de bien, plus de lien. Hein, moins de biens, plus de liens. Hein, je crois que je pense que je ne sais pas qui l'a dit, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose, je ne pense pas que François partagerait amplement, et on voit bien que nos sociétés riches, nous sommes dans des sociétés riches, c'est aussi beaucoup de solitude. C'est beaucoup de solitude. Et on peut avoir dans notre rapport à l'argent, s'enfermer dans une forme de solitude, parce qu'on a les moyens de ça, pensant que ça nous donnera le bonheur. Vous voyez, donc, je trouve, en tout cas, questionnez-vous dans votre modèle de couple, est-ce qu'il y a eu des moments où le premier moment où vous vous êtes dit, ça c'est à moi, ou ça c'est à toi, voilà, c'est au nom de qui sont mis la voiture, la location de l'appartement, de ceci, de cela, les comptes, on va parler de la question des comptes justement, avec une certaine manière chaque manière d'organiser dit quelque chose du couple, hein, donc voilà, le jeu relationnel perdure tant que les deux acceptent les rôles qui se sont attribués. Pour faire évoluer cette situation, il est important d'accepter son rôle et qu'il y ait parfois une forme de dysfonctionnement, quelque chose qui vient bousculer le couple,
voilà, par exemple, il faut une voiture, il faut la remplacer. On n'avait pas prévu de la remplacer. Bon, et là, ça vient questionner quel modèle on veut acheter, quel ceci, quel cela, etc. Donc, une sorte de dysfonctionnement. Hein. Voilà, donc ça, c'est. Voilà, quel bénéfice on va en tirer de cette situation, hein. Poser le problème de s'il ne veut pas y répondre, c'est se donner les moyens d'y travailler. Et je trouve aussi de travailler cette question-là avec, je vous l'ai dit, la famille, c'est aussi la transmission de la foi. Et comment notre vie de foi, alors si souvent, comme Cato, on se fait pas mal de nos cerveaux par rapport à l'argent, etc., mais comment, il n'y a pas que du négatif non plus, comment notre vie de foi nous permet justement de peut-être prendre un certain recul par rapport à des difficultés. Certains nous écoutent et sont peut-être en difficulté financière. Et voilà, ça vient aussi questionner notre foi. Vous voyez, ça, c'est donc notre confiance en Dieu et est-ce qu'on s'est demandé de l'aide? Est-ce qu'à certaines occasions, vous avez fait appel à une solidarité familiale, par exemple? Je trouve ça intéressant de vous poser la question de ça. Hein, est-ce que quand vous aviez besoin, est-ce que vous êtes assez simple pour demander de l'aide? Hein, mais on sait bien que des personnes, il y a des tas de personnes qui auraient droit, par exemple, à des allocations style RSA, etc., ou qui auraient droit d'aller au resto du cœur, etc., mais par pudeur, mais n'y vont pas. C'est pas forcément les plus nécessiteux, mais c'est bon. Donc, est-ce qu'on est aussi attentif à des personnes et nous, assez simple pour s'ouvrir de nos besoins, mais aussi attentif, ne serait-ce qu'au niveau intrafamilial. Je veux dire, bon, on sait peut-être dans la famille, pour tel de mes frères, de mes sœurs, c'est un peu compliqué, etc. Bon, est-ce que, je sais pas quoi, si vous, je sais rien, vous êtes plutôt aisé au plan financier et que vous êtes parrain, marraine, voilà, d'un des enfants de ce couple, est-ce que vous dites, bah tiens, on veut aider pour ceci, pour cela? Est-ce que vous rentrez dans une logique de don aussi? Je trouve que c'est ça la foi, c'est la foi, c'est avoir un certain regard sur l'argent, mais qui est au service du don. Quand Jésus dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir Dieu et l'argent, parce qu'en effet, on peut avoir un maître et on peut avoir un serviteur. Et l'argent est du côté du serviteur. Alors, quand je dis l'argent, c'est les biens matériels en général. Ils sont au service de la communion familiale et de la communion matrimoniale. Si à un moment donné ça change et que vous voyez que c'est le couple ou la famille qui se met au service des biens matériels, là il y a un problème. Là il y a clairement une difficulté. Là il y a quelque chose qui ne va pas. Là vous n'êtes plus dans l'évangile. Hein, là, donc, et le fait d'avoir une relation avec le Seigneur vient redimensionner notre rapport avec les biens matériels. Vous savez que les biens matériels, l'argent en général, bon, fait partie de ces trois grandes, qu'on appelle les trois grandes formes de toute puissance, hein. La toute puissance que Jésus a affrontée avec au moment de la tentation, hein, les trois tentations du Christ, hein, dit à ces pierres de devenir des pains, c'est-à-dire voilà, c'est dit tout ce qui peut être de l'ordre du rapport au corps, du plaisir, etc., d'avoir une toute puissance par rapport à ça. Tout ce qui est dit à prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Donc voilà tout ce qui est de l'ordre du matériel, du pouvoir. Parce qu'évidemment, qui dit argent dit pouvoir, forcément. Forcément. Et qui dit pouvoir dit à un moment donné argent, parce que si vous avez du pouvoir mais vous n'avez pas moyen de l'exercer, ben c'est comme si vous n'en aviez pas. Et puis la troisième tentation, c'est la tentation spirituelle, la tentation de l'esprit. Jette-toi, va au-dessus du temple et jette-toi d'ici en bas. Voilà, donc on voit bien que dans le rapport à l'argent, il y a une forme de toute puissance, de volonté de dominer. Quand je dis de toute puissance, c'est volonté de dominer. Il y a une potentielle volonté de dominer. Et vous voyez bien, aujourd'hui, vous savez, donc 2 février, c'est la présentation de Jésus au temple, et c'est
la fête des consacrés, la fête on prie tout particulier pour la vie consacrée par les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et on voit que les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, en tout cas pour la vie religieuse, la vie consacrée, viennent déraciner en nous ces trois formes d'orgueil, ces trois formes de toute puissance, ces trois formes d'emprise, hein, liées au corps, liées à l'argent, liées à l'esprit. Donc, voilà, je trouve il y a parfois un lieu ça peut être un lieu de combat spirituel pour certains d'entre vous, parce que vous ne mettez pas ça revisite, comme je vous disais, ça revisite votre culpabilité aussi, ça revisite votre anxiété, votre angoisse, et pour certains, pour X raisons qui ont manqué, je connais comme ça une famille, bon ben, qui a manqué, la grand-mère avait beaucoup manqué, etc. Ben, il y a une angoisse chez elle, alors que là encore, on n'est pas rationnellement, elle a une retraite très confortable, mais elle est angoissée. Combien j'ai sûrement allé regarder régulièrement, alors que ça ne. Voilà, elle est propriétaire de son appartement, il y a vraiment zéro souci à se faire, mais c'est pas rationnel. Oui, donc je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut donner parfois trop d'importance à ces questions-là. Et la réponse à ça, pour nous, en tout cas en termes de vie de foi, la réponse à ça, c'est vraiment cette confiance dans la providence. C'est pas laisser nos angoisses nous jouer du tour, alors que sur le fond, et puis si vraiment il y a des difficultés financières pour X raisons, évidemment c'est une grande tension dans un couple. Évidemment, hein, on pense à tous ceux pour qui c'est compliqué aujourd'hui, avec l'augmentation de l'inflation, l'augmentation du prix de la vie, etc. Ils doivent prendre leur voiture pour aller à leur travail, l'essence, etc. Donc l'énergie, bon, et certains voient ça, et encore plus quand vous êtes dans une entreprise. Hein, vous êtes boulanger, par exemple, ben, il y a des boulangers qui, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais qui ont dit on va mettre la clé sous la porte, qui ont posté, je me rappelle, un certain nombre de vidéos assez prenantes, je veux dire, en disant je vis dans mon travail, mais là, ma facture, elle va doubler d'électricité. Et moi, forcément, j'ai un four si je suis boulanger. Donc, vous voyez, je trouve ça intéressant de dire, voilà, il y a des personnes qui sont dans des réalités. Est-ce qu'on est assez simple pour soutenir? Est-ce qu'on est assez simple pour demander de l'aide? Hein, se laisser aimer, c'est se laisser aider. Hein, et donc, est-ce qu'on est assez simple pour ça? Est-ce qu'il y a une forme d'humilité? Il y a des moments où on a besoin d'aide matériellement parce que voilà, on n'arrive pas à s'en sortir et que voilà, pour X raisons. Voilà. Donc, je trouve le remède aux formes de trois formes de toute puissance, hein, ce sont les trois qu'on appelle conseil évangélique, pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà, et qui sont pour tous ceux qui vivent l'évangile. Hein. Il y a une certaine pauvreté, alors entendons-nous, une certaine manière de gérer ses biens avec parcimonie, chasteté dans la vie matrimoniale, le corps de l'autre n'est pas un objet, voilà, l'autre est une personne, le corps de l'autre est une personne, on est sujet, on n'est pas objet dans la relation intime, hein, et obéissance, on sait très bien qu'il y a une humilité à avoir dans le couple aussi, donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment notre foi vient questionner parfois le modèle économique qui nous est transmis, qui est un modèle qui vise en tout cas, qui valorise beaucoup la consommation, qui valorise beaucoup les biens, etc. Donc, et comme nous, ben, peut-être vous voulez transmettre, vous, un autre modèle alors, c'est pas facile à vos enfants, parce que ils arrivent, ils viennent de l'école, ah bah oui, un tel, il a des problèmes, des vêtements de marque, etc. Et moi, j'ai rien. Voilà, les enfants sont assez comme ça aussi. Donc, il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie, voilà ce qu'on va faire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là et je vais répondre à vos questions parce que comme je suis face à mon écran, c'est un peu compliqué. Mais j'attends maintenant vos questions. Merci mon Merci père. mon père. Alors s'il y a des questions, n'hésitez n'hésitez pas pas à les à les écrire. écrire via le chat. Alors, moi j'avais une première.
La vision. Bon, Jésus en parle, ça c'est sûr. Jésus en parle quand il dit bon, ne pas servir deux maîtres à la fois, etc. Je pense qu'il en parle de ce côté-là, mais il invite à la question, ben, il y a un trésor dans les cieux et n'accumulez pas pour en bas. Je veux dire, il y a quand même l'invitation du Seigneur lui-même qu'il a vécu à une certaine simplicité dans la manière de vivre. Euh, voilà, en tout cas, il y a pas cette idée, en tout cas dans la tradition catholique particulièrement, que l'argent pourrait être une bénédiction, comme on peut le voir par exemple dans l'Ancien Testament. Et ça, je pense que c'est un peu différent par rapport à l'Ancien Testament, où justement la manière de voir la bénédiction de Dieu sur le couple et la famille était aussi dans les biens matériels, et entre autres, mais c'était quelque chose qui comptait. Donc, je pense que l'Évangile n'est pas dans cette manière de voir les choses. Elle est plutôt dans une certaine sobriété. Il est plutôt l'évangile dans une certaine sobriété, dans une certaine et Jésus, voilà, est plutôt dans une manière de voir qui invite à mettre d'abord les relations entre les personnes humaines au premier plan plutôt que l'accumulation de biens. Voilà, donc c'est quelque chose. Vous vous rappelez ce passage? Bon, évidemment, on connaît l'évangile avec Zachée, évidemment. Zachée, que je donnerai le quadruple de ce que j'ai pu voler, etc. Je ferai don de ma vie. Ou alors, on connaît évidemment le passage avec le jeune homme riche, etc., qui n'a pas suivi l'appel du Christ, car il avait beaucoup de biens. Donc, c'est pas tant la quantité, c'est comment ça a une prise sur nous et ça nous empêche de rentrer dans une relation de don. Comment ça vient polluer nos liens, vous voyez, je pense, et le lien avec Dieu, évidemment, hein, et le lien entre les personnes ou à l'intérieur même d'une famille. Donc, le Seigneur, en tout cas dans son témoignage et dans sa manière d'agir, invite à une invite et puis l'abandon à la providence évidemment fait partie des moments forts, hein, de l'évangile. Voilà, n'accumulez pas. Il envoie ses disciples deux par deux, n'ayez ni bourse, ni bâton, ni tunique de rechange. Voilà, une manière de dire, c'est dans la simplicité qu'on est disciple de Jésus. C'est une forme de simplicité que on rend témoignage aussi à la présence du Seigneur. Alors oui, quel conseil vous... Alors je vais continuer. Vous m'entendez, mon père? Oui, très bien. Est-ce que l'argent, du coup, peut détruire les relations et surtout, dans ce cas-là, comment les restaurer? Ah, alors c'est un petit peu vaste comme thème parce qu'il faut voir si ça détruit les relations, mais oui, mais disons voilà, c'est alors ça. Moi, il y a plusieurs choses que ça m'évoque cette question. Est-ce qu'il y a eu des injustices? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'injustice? Vous avez estimé que c'était injuste comme traitement. Par exemple, votre famille a fait don de ceci ou de cela, ou vous savez que votre famille aide votre tel de vos frères et sœurs, ou euh, plus que vous. Et donc, ça vient créer une forme de jalousie, voire de colère, mais parce qu'il y a eu une injustice à la base. Donc, oui, l'injustice, bon voilà, je pense que ça fait partie de la réalité. Et c'est vrai que la question de l'argent, c'est
rendre aussi à chacun ce qui lui est dû, qui est la définition de la vertu de justice. Hein, donc, ça fait, justement, l'argent permet d'ajuster les relations, hein, de valoriser le temps ou la prestation dans la société commune. On achète quelque chose et on donne de l'argent, ce qui établit un juste rapport entre les personnes, entre le client et le fournisseur, par exemple. Donc, mais on peut avoir, dans la vie familiale et dans la vie conjugale, parfois être injustement traité. Ça peut être ça, ça peut être... alors, est-ce que cette injustice, premièrement, est-ce que c'est juste le fruit de mon imagination et donc, est-ce que ça s'enracine dans quelque chose de concret? Ça, c'est un peu la première question à poser. Est-ce que ça s'enracine dans quelque chose de concret? Est-ce que je peux... les relations ont été un peu mises à mal à cause des biens matériels, mais pour telle ou telle raison. Est-ce que je peux réparer? Est-ce qu'il y a une réparation possible? Hein, si par exemple, j'avais promis ceci à telle personne, de l'aide, etc., et je ne l'ai pas donné, est-ce que j'ai pu avoir voilà, une réparation possible? Est-ce qu'il y a aussi un pardon? Mais ce qui est compliqué dans les questions financières, c'est que chacun est souvent persuadé d'avoir raison, quoi. L'autre ne voit pas où est le problème. Si l'autre ne voit pas où est le problème par rapport à des biens matériels, mais c'est vrai qu'en général, hein, dans la relation, les relations qui sont blessées, alors là, on parle de biens matériels ce soir, mais si l'autre, ça peut être blessé, ne serait-ce que par le fait que volontairement, alors que on habite dans la même ville, tu n'es pas venu au baptême de mon fils, par exemple. Et puis on n'a pas du tout compris, ça blesse la relation. Vous voyez, donc quand il y a eu des relations blessées, posez-vous la question, quel pas je peux faire qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les lignes? Vous voyez, donc voilà, c'est pour restaurer un lien, sachant que nous sommes toujours très modestes, en sachant qu'il n'y a pas une perfection dans l'amour ici-bas, en tout cas. Hein, il n'y a pas de perfection dans l'amour, c'est quelque chose qui... voilà, c'est quelque chose qui est dans notre monde et encore en construction, et donc d'être assez modeste pour dire, voilà, il y a de parfois renoncer à une pleine, parfaite communion entre les personnes humaines, voire familiales, malheureusement, les personnes les plus proches. Ben, parfois, il faut renoncer à une parfaite... voilà, donc ce qui est à ma mesure, ben, je vais pouvoir le faire, mais si l'autre ne voit pas où est le problème alors qu'il a offensé, c'est beaucoup plus compliqué de restaurer le lien, quoi. Merci mon père. Alors, autre question. Y a-t-il, alors je lis la question telle qu'elle est posée, y a-t-il une limite à l'évangile sur les petits oiseaux? Comment vivre cet évangile de façon plus responsable? Oui. Alors, sur les petits oiseaux, l'évangile des petits oiseaux, ouais, ils ne sèment ni ne moissonnent, voilà, et Dieu leur donne. Je pense que donc tout le monde voit un peu de quoi l'évangile des petits, de rappeler ce passage-là, c'est, je crois, de mémoire Matthieu 6. Voilà, c'est Jésus qui a dit, voilà, soyez comme les lys des champs, soyez comme les oiseaux, regardez les lys des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Et puis, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ne font pas de grenier, mais votre Père Céleste s'en occupe. Ce que je trouve qu'il y a un autre passage qui me revient à l'esprit, parce que c'est intéressant cette question-là de petits oiseaux, etc. C'est, vous vous rappelez ce passage d'évangile où il est dit, en fait, de quelqu'un qui veut se construire un nouveau grenier pour entasser du blé. Il a fait d'une bonne récolte, etc., etc. Et vous vous rappelez je sais pas, je suis nul en citation, donc bref, vous vous rappellerez très bien le passage dans l'Évangile, et il disait,
il se construit parce qu'il a fait une autre école, etc. Et à la fin, il dit « Repose-toi, mon âme, hein, parce que tu as acquis de grands biens. » Et c'est là qu'est le problème. C'est que je veux demander au matériel de répondre à la sécurité que Dieu seul peut donner. Donc c'est pas, c'est là la difficulté. C'est pas ce que Jésus n'appelle pas une irresponsabilité. Il dénonce quand on veut, il dénonce l'idolâtrie. Il dénonce l'idolâtrie. C'est-à-dire, il dénonce le fait de vouloir faire que le matériel vienne combler, vienne me donner le repos à mon âme que Dieu seul peut donner. Notre cœur n'a de repos tant qu'il ne repose en toi, Seigneur. Hein, vous vous rappelez, hein, donc voilà, c'est saint Augustin qui dit ça. Il y a un repos que Dieu seul peut donner. Et le fait de dire, de vouloir amasser du toujours plus, vous voyez, c'est cette quête du toujours plus. Hein, et je pense que Jésus, quand il dit regardez mais les oiseaux du ciel, ils disent bah, et vous, si vous aviez la foi, voilà, il ne s'agit pas de Jésus a travaillé, je veux dire, Jésus a travaillé, oui, et il a été 30 ans, ça a été un homme au travail aussi. Ça a été, en tout cas, nous dit la tradition, bah, certainement avec son père, comme charpentier, etc. Il a été au travail, donc c'est juste que de dire, et puis saint Paul rajoutera, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Je veux dire, donc, il dénonce, c'est intéressant de voir, c'est plutôt dans saint Paul, qui dénonce ceux qui sont persuadés que le royaume des cieux va venir là maintenant, ici, tout de suite maintenant, et qui ne s'impliquent absolument plus dans les questions matérielles. Et là, il les reprend très vertement, parce que c'est ce qu'on appelle la tentation millénariste. La tentation millénariste, c'est-à-dire de penser que le royaume des cieux va venir là ce soir, maintenant, tout de suite. Bah, arrêtons tout, etc. Mais finalement, bah, ça prend un petit peu de temps, semble-t-il, pour que le royaume des cieux advienne. Et donc, saint Paul leur dit, bah non, celui qui ne mange pas, qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc, je n'ai été à la charge d'aucun d'entre vous. Hein, et on dit, j'ai tissé des tentes, il a fabriqué des tentes, il a fabriqué pour ne pas être à la charge. Donc, c'est juste, Jésus, à travers ce paragraphe de l'abandon à la divine providence, veut juste dire attention à l'idolâtrie, attention de demander au bien ce que Dieu seul peut donner. Merci beaucoup. Question suivante. À quel âge pensez-vous qu'il faudrait parler du salaire des parents aux enfants ? Alors peut-être ils sont aussi au courant, ça peut être assez intéressant d'avoir, peut-être ils ont vu traîner des fiches de paye, etc. Mais je trouve que, alors, que ça, c'est important que ça fasse partie de l'éducation. Alors, le salaire, pourquoi pas, ça peut être une base, mais de dire, voilà, voilà ce que gagne papa, voilà ce que gagne maman, bon, voilà, ça peut pour aussi donner, je pense plus à une valeur pédagogique, de donner l'importance de l'argent. C'est ça où c'est dans l'éducation, on est toujours sur la crête, évidemment, sans tomber dans une forme d'anxiété, que ce soit anxiogène pour l'enfant, etc., mais de dire, voilà, dès qu'il a 13-14 ans, bah, je vois beaucoup d'enfants, d'adolescents font des babysitting, peuvent faire un peu plus tard des jobs d'été, etc., etc. Le fait, la question aussi de l'argent de poche, c'est intéressant, de la question de l'argent de poche. Est-ce que c'est bon à fond perdu? Est-ce que l'autre est une poche percée? Donc voilà, il ne met pas. Et de voir même entre vos enfants, il y a certains qui font des petites économies, etc. Parce que les grands-parents ont donné une pièce ou ont donné quelque chose pour l'anniversaire, etc. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est, je n'ai pas d'âge particulier, mais ça doit faire partie de l'éducation. Au même titre que
l'accueil de son propre corps, voilà, quand le corps commence à, voilà, la question de la sexualité doit faire partie de l'éducation. Hein, donc, au même titre que beaucoup de choses dans le travail, voilà, de donner de la valeur aux choses. Je trouve que c'est intéressant. Donc, posez-vous la question et vous, et je pense que vous êtes les experts, vous qui êtes famille, hein, vous êtes couple, vous êtes les experts de votre couple et de votre famille. C'est vous les experts. C'est vous qui savez. Donc, il peut y avoir des occasions où, voilà, on parle de ça. Le sujet vient là-dessus. Du coup, si le sujet vient là-dessus, d'y aller, de parler, de prendre et de continuer, je veux dire, la conversation. Et voilà, je pense que c'est. Il y a par exemple des tas de personnes qui étaient persuadées que leurs parents étaient pauvres. Et ils arrivent, quand ils doivent justement, avec cette fameuse location, il faut montrer le salaire des parents, quand ils voient la feuille d'impôt de ses parents, mais alors qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient pauvres comme Job. Donc c'est étonnant, parce que qu'est-ce qu'on a transmis comme, parce qu'il fallait pas faire son souci, il fallait toujours les promos, etc. Puis on voit des salaires extrêmement confortables, voire un patrimoine confortable. Donc, en tout cas, que ce soit un lieu de dialogue, moi je trouve, là où l'enfant est en capacité de comprendre, bien sûr, hein, mais voilà, en tout cas, vous verrez, mais il y a parfois, ça peut être la question de l'argent de poche, la question de des petits jobs, voilà, tu sais, sois attentif à les choses ont un prix, etc. Et ne te compare pas aux autres, ce qu'ils peuvent avoir. C'est surtout ça. C'est plutôt par rapport à la comparaison aux autres, donc il faut travailler. Merci beaucoup. Alors, une question qui est liée. En vue de la transmission aux enfants, faut-il chercher à agrandir son patrimoine? Alors, faut-il chercher à agrandir son patrimoine? Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire, déjà, vous avez possibilité de le faire. Si vous vous posez la question, parce que certains n'ont pas la possibilité d'agrandir leur patrimoine, parce que déjà, beaucoup de choses partent dans la vie et ne peuvent pas faire beaucoup d'économies, etc. Mais je trouve que c'est une bonne question. Donc, ça veut dire que la personne qui la pose a la possibilité de le faire, semble-t-il. Par exemple, faut-il avoir une autre maison? Faut-il avoir une autre voiture? Faut-il avoir, etc., etc. Bon, alors, autre chose que dans la transmission, même au plan personnel, c'est agrandir son patrimoine, c'est aussi des préoccupations, alors surtout dans l'achat de maison, tout ce qui est maison de famille, vous voyez, tout ce qui est maison de famille, etc. Donc, c'est intéressant moi, tout dépend de quel patrimoine on voit, dont on parle. Est-ce que c'est un patrimoine uniquement d'épargne, par exemple? Bon, là-dessus, bon. Je n'ai pas d'avis particulier. Bon, si vous pouvez, mais est-ce que ça, moi je vous questionnerais, quelle est la part, par exemple, de dons? Qu'est-ce que vous avez comme budget dons est-ce que vous, pour des œuvres, pour le denier du culte, par exemple, on voit bien un certain nombre de diocèses sont en difficulté par rapport à ça, les donateurs diminuent, vieillissent, ne sont pas forcément remplacés. Bon, où j'ai été sollicité pour telle chose, est-ce que je donne? Est-ce que ça me prive aussi de quelque chose qui n'est pas de. Donc, mais je trouve ça intéressant d'abord de réfléchir à ça. Et puis, oui, attention dans la transmission, de ne pas tout de suite mettre sur les épaules des enfants. Tout dépend là, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que c'est bien arrivé à l'adolescence, à l'âge adulte, etc., de parler des questions de patrimoine. Je pense que c'est bien. Des questions qu'ils soient au courant de comment ça se passe. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment tenu de leur transmettre? Est-ce qu'on est très tôt? Est-ce que ça ne va pas gâcher un peu leur vision du monde, leur manière de voir les choses, de se retrouver à la tête d'un patrimoine qui pourrait être de plusieurs milliers d'euros, voilà, et voilà, c'est. Moi, je suis perplexe là-dessus. Je me dis, moi, je me pose la question.
Oui, agrandir la qualité des liens. D'abord ça. Euh, euh, Moins de biens, plus de liens. Donc, c'est d'abord la qualité des liens qu'il faut viser. Le patrimoine, ça va rester secondaire. Merci beaucoup. Autre question. Faut-il pousser les enfants à choisir leur travail en fonction d'un salaire? Enfin, En fonction du salaire, moi, je dirais beaucoup en fonction de leur charisme. Parce que c'est vrai, il y a des enfants qu'on en a obligés parce qu'ils sont sentis, et c'était peut-être le cas de certains auditeurs, etc. Ils ont senti que voilà, il y avait une pression, bah, tu seras médecin, mon fils. Alors, du coup, il faut absolument, on pousse. Du coup, ça veut dire un stress au niveau des études, etc., etc. Je crois pas que ce soit le bon critère. Vous voyez, là aussi, on met l'aspect matériel avant le déploiement de la personne. Et quand vous faites, quand vous êtes dans la personne est au service du matériel. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand Jésus, il dénonce ça justement. Il dit, c'est le matériel qui est au service de la personne. Donc, et au service du lien. Donc, oui, alors il y a des métiers qui gagnent plus que d'autres, etc. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te... Par exemple, je trouve que dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de vocations artistiques qui ont été avortées. Parce que précisément, bah non, ça rapporte, si tu veux mourir de faim, bah sois artiste. Alors qu'il y avait des vrais talents. Il y avait des vrais talents artistiques. Ben non, ben mets-toi dans les écoles supérieures de ceci, de cela, les prépas, voilà, les grandes écoles ou la faculté. Voilà, ça c'est du sérieux. Ouais, et on ne laisse pas la possibilité à l'aspect artistique de se développer, en tout cas pas comme une profession. Ou alors, je pense par exemple à des personnes qui sont extrêmement habiles de leurs mains, des enfants qui sont très habiles, qui aiment ben, le côté manuel, on voit bien, est dévalorisé. Hein. Peut-être pour des questions matérielles, mais en tout cas dans certaines familles, non, il n'y a que le côté grandes études, grandes écoles, etc., qui est valorisé, études supérieures, voilà. Mais le côté de travailler de ses mains, bon, c'est intéressant de voir que de l'autre côté du Rhin, chez nos amis allemands, ben, au contraire, les métiers manuels sont très valorisés. Vous voyez, donc c'est aussi une question de culture. Donc moi, je me dis, non, moi, ça me laisserait pas tranquille que des parents mettent ça comme critère pour leurs enfants. Je veux dire, c'est partir d'abord de la personne. Et de toute façon, s'il est bon, bah, il trouvera le moyen. C'est important de trouver un moyen pour vivre, évidemment. À un moment donné, que les études ou le talent qu'on a soient rémunérés. Sinon, il y a une difficulté. Mais partir d'abord de la personne de vos enfants. alors, autre question. Quels sont les critères objectifs? Parce que vous avez parlé dans cette notion d'argent qu'il y avait beaucoup de subjectivité. Quels sont les critères objectifs pour un peu aider notamment des couples à concilier vie professionnelle et vie personnelle, Alors, notamment avec le travail, par exemple, de l'épouse. oui. Voilà. Alors, moi, je pense que une chose qui me paraît très importante, c'est euh, que le couple soit autonome financièrement. Ça me paraît, vous voyez, quand on a une préparation au mariage, moi je pose, pour moi c'est une condition. Alors je ne parle pas de couple où il m'est arrivé par exemple de préparer deux internes des hôpitaux de Paris. Alors, évidemment, vous avez des études sur 11 ans, etc. Vous êtes interne, vous gagnez, je ne sais pas quoi, 1 300 € chacun. Bon, mais bon, personne n'est vraiment inquiet pour leur avenir professionnel. Vous voyez. Donc, moi, je pense que le critère objectif, est-ce que déjà, est-ce que vous avez un niveau de vie qui n'est pas supérieur à vos rentrées? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes autonome? Des difficultés là-dedans, vous voyez, dans la formation du couple, moi je suis en particulier, alors c'est peut-être un peu old school, vieille école, etc., mais moi je prépare pas au mariage des couples où le garçon est sans boulot et n'a pas de travail.
n'a pas de rémunération, n'a pas de voir parce que qu'est-ce que ça dit de lui du coup le couple part là-dedans et je me rappelle d'un couple qui finalement s'est séparé où lui en fait assez doué de ses mains mais tous les 4 matins il y avait les huissiers qui venaient taper à la porte de la maison. Et bien, finalement, sa fiancée est partie, quoi. Elle dit non, c'est pas comme ça que je veux vivre. Oui, donc je pense que le fait d'avoir de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, là aussi, parce qu'il peut y avoir une sorte de compétition entre amis. Je pense aussi ça, la question des... J'en ai pas du tout parlé, mais on veut se comparer entre amis, les modèles de voitures, les ceci, les cela, les vacances. On a été les vacances au ski, là, ça approche. On était ceci, nous, on est resté à Saumur, sur plage, etc. On est, voilà, très bien. Mais en tout cas, de ne pas avoir, au niveau objectif, un train de vie qui soit supérieur à ses propres revenus. Et puis, de se poser au plan et donc d'être autonome financièrement. Moi, je pense qu'on peut, à certaines périodes de la vie, demander une solidarité familiale, mais ce n'est pas à chaque moment qu'on demande une solidarité familiale. Hein, ce n'est pas possible, ça. Vous voyez, donc, de façon objective, l'autonomie financière du couple est pour moi un aspect objectif du couple et de la famille. Et donc de se poser la question, est-ce qu'on va rechercher, parce que nos besoins augmentant, les besoins des enfants augmentant, etc., est-ce qu'on ne va pas rechercher un autre travail, mais est-ce que c'est juste c'est juste questionner donc ça questionne l'équilibre vie pro, vie de couple, qui évidemment est un équilibre instable. Bon. Mais vous, là, le week-end dernier, ils étaient une bonne trentaine de couples à l'abbaye d'Orscan. Je leur prêchais sur la prise de décision en couple et j'accompagnais certains couples, etc. Et je vois très bien parler avec donc jeune couple, les deux travaillent. La jeune femme me dit, avocate, etc. à Paris, donc elle a des rimes de dingue, etc. Bon, elle me dit, en fait, je sens que quand j'arrive à la maison, je suis une surprise. C'est-à-dire qu'en fait, on m'attend. La vie de la maison s'est organisée sans moi. Et bien souvent, je n'arrive même pas, mes enfants sont couchés et je les embrasse pas, parce que j'embrasse dans le lit, mais ils sont en train de dormir. Vous voyez, donc, et elle s'est dit, et je lui ai dit, le plat de l'éducation, surtout dans la jeune enfance, ce plat-là ne repasse pas 2 fois. Ça, c'est absolument clair. Le lien qu'on se tisse dans la jeune enfance, et c'est vrai pour les grands-parents aussi, etc., ça ne repasse pas 2 fois. Je pense que c'est important, ça. C'est-à-dire que si vous sentez que vous passez à côté de vos enfants et à côté de la vie de vos enfants, de votre famille, sous prétexte de dire oui, j'apporte la nourriture, mais que en fait vous êtes juste un étranger, voilà, c'est parce que vous êtes une surprise. Ah ouais, papa est là, tiens, moi, ok, d'accord, c'est sympa. Bon, en fait, on s'attendait pas du tout parce qu'il n'est pas du tout maman. Là, c'était la maman, entre autres, le père. Du coup, on a nounou, c'est un peu la logique parisienne, nounou plus babysitter, je veux dire. Mais à la fin, qui éduque les enfants? Il y a un problème. Et cette jeune femme-là, je pense qu'elle va changer. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas durer comme ça. Je pars le matin, à 8h du matin, avec ma robe d'avocat, mon énorme dossier, et puis mon avocat qui me dit, mais où est ma collaboratrice? Il faut qu'elle arrive, il lui met une pression de dingue, etc. Alors c'est sûr que ça crache à la fin du mois, ok. Mais est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Je lui pose des questions. Je pense qu'elle va revoir sa copie, quoi. Ce qu'elle dit, je suis une surprise pour ma famille. On ne m'attend pas, je ne fais pas partie de la vie familiale. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi des questionnements, il y a des choses. Qu'est-ce qui va s'opposer, de même au niveau de la vie professionnelle? Oui, alors j'entends que c'est pas 0 ou 1, parce que bon, mais qu'est-ce qui va s'opposer à construire une vie de couple qui fait que je suis trop pris, trop absent, et peut-être plus qu'avant, et on sent alors c'est un peu différent. En plus, je pense à Saumur où il y a des militaires. Toute la question des OPEX.
Ouais, mais c'est pas lié. Là, on est en train de sortir. C'est pas lié au sous, parce que j'ai jamais vu des militaires millionnaires, en tout cas pas pour le moment, ou pas à cause de leur travail. Mais bon, c'est la question de l'absence, par exemple. Je sens que pour beaucoup de jeunes familles, de l'absence. Bon, ben ça, c'est aussi un autre sujet. Mais en tout cas, si c'est uniquement provoqué par la recherche d'argent et d'accumulation, il y a vraiment à se poser la question, parce qu'il ne faut pas qu'on diminue de train de vie, quoi, c'est tout. Merci mon père. Mon père. Alors peut-être Alors une peut-être dernière une chose dernière chose pour conclure ça. notre soirée. Est-ce que vous pourriez nous témoigner justement d'une belle histoire, d'une histoire qui aurait pu éventuellement mal commencer et qui a, grâce à Dieu, bien fini? Oui, oui. Pour donner de l'espérance. Le problème, c'est que le prêtre, c'est un peu comme le médecin, quoi. Il voit bon, c'est rare qu'on aille voir son médecin pour dire qu'on est en bonne santé, quoi. Donc, oui, je pense à ce couple qui au début, c'était pas gagné. C'était pas gagné dans leur relation, mais dans les questions matérielles, c'était pas gagné parce qu'il y avait une grande disparité de fortune entre les familles. Elle était une des filles d'un des patrons du CAC 40, et lui, artiste. Elle siégeant dans des conseils d'administration, parce que ça fait partie du patrimoine familial pour le coup. Et lui, bon, essayant de trouver un peu. Et je trouve qu'ils ont bien. C'est un peu improbable au départ. Et certainement, c'était pas ce qui est attendu par le père d'elle. À mon avis, il attendait autre chose parce que bon, on l'imagine, mais et ils ont trouvé un bon équilibre. Et c'est marrant, et il lui a dit, on parlait des contrats de mariage, il lui a dit, moi, je veux un contrat de mariage, je ne t'épouse pas pour ton argent. Vous savez, quand il y a une grande disparité de fortune, c'est pas ça qui va d'abord compter. Hein, c'est parce que je t'aime comme personne que je me marie avec toi. Donc, et je trouve qu'ils ont construit, ils ont eu des enfants, etc. Ils ont, lui a finalement trouvé un travail relativement stable. Voilà, et elle peut mener aussi sa vie comme elle l'entend, etc. Et elle aussi, elle s'est parfois désengagée d'un certain nombre de conseils d'administration où elle siégeait, a demandé à quelqu'un d'autre, c'était une fortune familiale, de la remplacer. Voilà, donc je trouve que cette manière de faire, de ces deux choses qui étaient vraiment improbables, quand je les prépare, ça fait plusieurs années, ça fait peut-être 10 ans maintenant qu'ils me sont mariés, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner un truc comme ça, et ils ont vraiment réussi parce qu'ils ont mis la qualité de leur lien en premier. Vous voyez, c'est ça, leur lien avec le Seigneur, dans la prière, leur lien aussi en couple et leur lien avec leurs enfants. Et comme ils ont mis ça en premier, ça a redimensionné les autres aspects de leur vie, entre autres les aspects matériels. Mais écoutez, merci beaucoup mon père pour cette belle note d'optimisme dont effectivement nous avons besoin. Je vous remercie Louis vraiment infiniment pour ce témoignage et cette invitation au dialogue en couple ou en famille sur ces questions sensibles de l'argent. Je rappelle du coup que vous prêchez quand même énormément de retraites. J'encourage les personnes qui nous entendent à se renseigner puisque vous faites donc des retraites de discernement Oui, pour fiancés et pour jeunes mariés. je me marie. Et puis des retraites familiales. Concernant les Tellement. AFC, je Oui, rappelle simplement donc la oui, prochaine conférence donc du 13 avril avec le père Jean-Marie Petitclerc qui sera du coup en physique. ah. Pardon mon père, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour inviter on fait une session des familles donc à Ourscan, donc pendant le fin juillet. Voilà, et c'est une session que je prêche sur la prise de décision en couple et en famille justement. Donc sur le discernement, donc allez sur le site de la communauté serviteur.org pour vous inscrire, c'est aussi parce que beaucoup d'entre vous sont en famille et veulent vivre ce temps aussi en famille de retraite.
Écoutez, merci beaucoup. Je pense que, enfin, est-ce qu'il y a un moyen peut-être de redonner donc les titres de vos différents ouvrages ou où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, dans votre librairie de quartier, vous pouvez les trouver. Donc, et ça permettra aux libraires de les connaître aussi, de les découvrir. Donc, il y a Se marier et durer, qui est vraiment pour la préparation au mariage et les premières années, j'allais dire, de vie de couple. Ensuite, sur le discernement, c'est En amont, donc du mariage. Alors, ça concerne peut-être moins les adhérents des AFC, mais ça peut concerner leurs enfants ou petits-enfants éventuellement. Et puis, traverser sa colère, ça peut concerner tout le monde. Traverser sa colère, moi, l'éditeur, c'est toujours aux éditions Salvatore que je publie. Et là, ce livre qui va sortir sur vie pro, vie de couple, normalement avant la fin de l'été. Eh bien, écoutez, c'est noté. Encore merci pour tout. Du coup, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne nuit et puis bien, à très bientôt à Saumur du coup pour une conférence. Merci à vous. Au revoir.